C'est depuis Cayenne en Guyane que j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce 6e numéro de Papillon Volé, le magazine du monde du handicap. Au cœur de nos régions, la problématique du handicap est très singulière. Pour autant, la loi du 11 février 2005 portant sur l'égalité des droits et des chances, comme sur la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, pose un enjeu sociétal déterminant, devoir mieux vivre ensemble. Insertion, intégration, accompagnement tentent ainsi de se conjuguer au savoir-faire des professionnels, tandis que de belles initiatives, personnelles ou privées, se font aussi brillamment remarquer. Sommaire. Une équipe de professionnels dynamiques et passionnés, l'IM Les Fougères, dévoile une démarche bien pensée. Une caisse pour un camion, Jean-Luc Pécom tient le pari, vous ne verrez pas la différence. Pour s'émouvoir de la richesse du monde, Marie-Jo Leblanc a choisi la peinture. Quand Henri Pignat entre en scène, le temps suspend son vol. Un exceptionnel voyage de lumière. L'art de Thierry Guitard est au cœur de sa vie et nourrit chaque jour son sourire et son amour des autres. Tous à la médiathèque Albert Béville de Basse-Terre pour un bain de culture accessible à toutes les curiosités. Papillon volé, bon mag. L'IM Les Fougères, c'est une institution qui accueille des enfants qui sont atteints de déficience mentale moyenne, sans troubles associés graves. Donc nous avons deux sections, une section IMP, donc Institut médico-pédagogique, qui accueille donc les enfants âgés de 6 à 16 ans, et un institut médico-professionnel qui accueille donc des enfants âgés de 16 ans à 20 ans. Alors nous avons une équipe pluridisciplinaire, donc composée d'éducateurs spécialisés, d'éducateurs techniques spécialisés qui travaillent donc à partir d'ateliers, mais également des thérapeutes, donc un psychiatre, deux psychologues, une orthophoniste, un psychomotricien. Nous avons aussi des enseignants qui sont mis à disposition par l'Éducation nationale. Et toutes ces personnes travaillent donc autour de l'enfant. Je crois que l'action du psychologue dans un milieu comme l'IM Les Fougères, elle est multidimensionnelle, dans le sens où on est obligé de se focaliser sur l'enfant, parce que c'est lui que l'on reçoit, mais cet enfant doit être pris au travers de toutes ses dimensions, c'est-à-dire sa famille, son environnement, son histoire, ce dans quoi il a baigné, et puis lui, dans l'institution. Et nous travaillons ensemble à affûter suffisamment les outils de cet enfant, donc ses compétences, pour l'amener à un plan d'autonomie, où il deviendrait à un certain moment, donc pris en charge à l'IMPRO et plus tard, autonome dans sa vie, capable de s'en sortir par ses propres moyens. J'ai passé 30 années en tant qu'éducateur, mais 30 années, c'est un mariage qui tient. Nous avons un atelier agriculture, un atelier d'enseignement social et familial, ESF, un atelier cuisine, un atelier ébénisterie. Donc il y a une pré-professionnalisation, ils sont sensibilisés à un métier et à partir de là, ils peuvent après poursuivre en ESAT. Globalement, c'est une réussite, une très bonne réussite, parce que je pourrais vous dire, à 80%, là, sur cette centaine d'années, tous les enfants que nous avons reçus ont une situation. L'aide apportée aux parents est simple dans un premier temps. Amener le parent et accompagner le parent, la première chose, c'est de la compréhension de son enfant à lui. Le comprendre autrement que par l'affectif, en comprendre ses compétences, ne pas seulement pointer ses déficiences, mais pointer d'ores et déjà ce qui fait de lui un être humain, reconnaître sa dignité, et puis s'il est à l'IME, et on a dit, nous accompagnons les enfants ayant des difficultés moyennes, eh bien c'est qu'il est capable d'aller plus loin. Là aujourd'hui, nous sommes au fait des nouvelles technologies notamment. Donc nos usagers seront amenés aussi à pouvoir se débrouiller, aller à la banque, utiliser le guichet automatique. Donc là, je veux mettre l'accent justement sur ces nouvelles technologies, notamment à travers l'informatisation. Et aussi, j'ai comme projet de mettre en place des ateliers entre midi et 2, de façon à y introduire les aspects culturels au niveau de l'institution, l'art et la culture. Encore mieux faire, ce serait vraiment avoir, je dirais, cette ouverture sur l'extérieur, continuer à être en lien avec l'extérieur, de façon à ce que nos jeunes ne se sentent pas stigmatisés lorsqu'ils appartiennent à ce type d'institution. On peut être fier d'appartenir à un IME. J'étais sur un chantier à Kourou, une société de béton en Guyane, et puis il y a un collègue qui était sur une machine, dans une pente, la machine a calé avec lui. Et je venais à pied en bas, j'ai eu le temps de voir la machine, j'ai eu le temps de m'évincer qu'elle n'a pris qu'une jambe. Je suis encore vivant, Dieu merci. J'ai fait au moins 3 mois d'hôpital, je suis parti en métropole,
pour une prothèse. Je suis arrivé là au centre de rééducation de Valenton. J'ai vu les gens qui sont à l'intérieur là, ils sont pires que moi. Alors j'ai juste demandé d'avoir ma prothèse, faire ma rééducation. Et je suis reparti tout de suite me mettre au travail. J'ai fait un reclassement professionnel en métropole de magasinier. Bon, la métropole et moi, j'ai senti que je ne me sentais pas à mon aise. Alors je suis revenu à Cayenne. J'ai dit qu'à Cayenne aussi, il y a la possibilité, avec mon handicap, de pouvoir travailler. Ce qui m'a réussi parce que je suis arrivé ici avec le Cap Emploi. Il y avait une formation qu'on m'a proposée. Parce que je faisais déjà un peu de caisse, mais là on m'a proposé la formation d'employé multispécialité. J'ai dit c'est encore une ouverture, j'ai profité. Bon, ben, au mois de juin, j'ai passé un examen avec l'éducation nationale que j'ai réussi et puis le Leader Price m'a toujours gardé avec eux. C'est avec eux que j'ai fait ma formation en entreprise. Bon, maintenant je vais pas conduire un camion, mais mon camion maintenant c'est une caisse. Je ne me sens pas handicapé, je sens que je vis comme tout le monde, ma femme, mes enfants. Le seul moment que je vois que j'ai mon handicap, c'est quand je prends ma petite douche. Mais à part ça, je vis comme tout le monde. Le regard de mes enfants, ça n'a rien changé. Ils me voient toujours pareil. De toute façon, ils ne m'ont jamais parlé de ça. Jamais. Ils savent que je suis comme ça, mais ils ne m'ont jamais parlé de ça. Même les copains, je vais des endroits avec eux, mais c'est moi qui leur dis, mais vous avez oublié que j'ai un handicap. Parce que quand je suis avec eux, c'est comme si j'étais toujours normal sur mes deux jambes. Des fois, c'est moi qui leur dis, vous avez oublié que j'ai une jambe maintenant. Avec les collègues, pour ça, il n'y a rien à dire. Ils m'ont pris comme je suis, ils m'ont accepté comme je suis. Je travaille avec elles comme tout ouvrier. Ça se passe bien. Il y a un contact chaleureux, une façon d'accueillir le client. Mes qualités sont le contact avec la clientèle et puis mon envie aussi d'avancer, mon envie de travailler, j'ai envie de prouver que même avec mon handicap, que je suis apte à travailler comme toute autre personne. Surmonter les barrières du handicap, libérer des talents cachés ou imposer ses compétences, tout cela est possible. Mais fermons encore la porte à la différence pour nous laisser pénétrer par le précieux et la magie des mots d'un être exceptionnel, privé de la lumière du jour, mais éblouissant d'amour et de vérité. Place à ce virtuose lumineux, écoutez Papillon Capali. Vous êtes aveugle de naissance, Monsieur Pignard. Je suis aveugle de naissance, en effet. La vue vous a-t-elle déjà manqué? Est-ce que la vue m'a manqué? Je crois qu'on n'a pas laissé à la vie le temps de me faire sentir que la vue aurait pu me manquer. Parce que la vie m'a tant apporté, la vie m'a tant donné, la vie m'a fait tant de cadeaux aujourd'hui. Puis-je dire que la vue m'a manqué alors que j'ai pu tout faire, tout ce dont j'avais envie, sans la vue. Comment le jeune enfant que vous étiez s'est-il adapté à la vie? Alors, c'est extraordinaire comme question. Extraordinaire. Mais ça m'oblige à remonter le temps. Alors, je vais vous parler d'abord du père que j'ai eu et qui est mort en 1985. Mon père est parti étudier la chimie industrielle aux États-Unis, où il est resté 5 ans. Et il a eu l'avantage, dans son jeune âge, d'occuper un studio pour ses études à proximité de
la Fondation des aveugles de New York. Et là, il a été amené à fréquenter les aveugles quasi quotidiennement, hein, parce qu'il était fasciné par ce handicap et surtout par la vie que menaient ces gens. Il a appris beaucoup à la Fondation des aveugles. Il avait compris beaucoup de choses sans jamais imaginer qu'un jour, il aurait pu avoir un fils aveugle. C'est ma mère qui a découvert ma cécité parce qu'elle a brandi une serviette rouge devant mes yeux. J'avais 3 ou 4 mois et elle a vu que je ne réagissais pas, je ne suivais pas la serviette. Donc, ça a suscité une certaine curiosité chez elle. Ma mère n'a pas cessé de faire ses têtes jusqu'au jour, elle a pu conclure en ce constat, hein, de ma cécité. Ne serait-ce que pour que je fasse comme mes frères et sœurs, il fallait que j'aille à l'école. Ah, un jour, elle va constater que j'arrive avec une feuille braille et je lis. Elle va constater que je lis, n'est-ce pas, sur une feuille braille qui comporte une leçon qu'ont étudié mes frères et sœurs. Hein? Béaba, Théata, Momo, PUPU. Les autres sont passés par là, et elle constate que moi je fais autant. Eh bien, ça l'a quelque peu consolée. Elle a compris que toutes les leçons qu'étudiaient mes frères et sœurs, j'allais les étudier aussi. L'école avait pour principe de nous inculquer un métier tôt. Parce que d'après le raisonnement de cette école, d'après la philosophie de l'école, si l'enfant handicapé avait pratiqué une activité qui aurait pu être son métier plus tard, sa profession plus tard, eh bien, il aurait pu atteindre l'excellence là-dedans. Et comme ça, à compétence égale, l'individu handicapé avait sa chance. Comme j'étais doué pour la musique, il fallait me faire prendre des cours. Eh bien, de ce jour, j'ai pris des cours de piano, des cours d'accordéon, des cours de guitare, etc., etc. Et j'étais devenu une petite star du quartier. J'étais devenu la vedette de la famille. Et croyez-moi, on m'a couvert d'amour, on m'a couvert de tendresse, on m'a couvert d'affection. Je n'ai manqué de rien. Mon père va entrer en selle à partir de 8-9 ans. Mon père, lorsque j'ai commencé à marcher, a commencé, lui aussi, à m'encadrer, à m'apprendre à tenir ma tête, à m'apprendre à regarder, donner l'impression de voir, donner l'impression de regarder. Lorsque quelqu'un me parle, je dois fixer la personne, hein, lui donner l'impression que je le regarde dans les yeux. Lorsque, effectivement, je dois me déplacer, comment maîtriser l'espace, comment courir, comment grimper des arbres, comment monter à bicyclette, comment faire des choses. Hein. En courant, s'il y a un canal à enjamber, comment, sans me le dire, parce que quelqu'un qui m'accompagne peut très bien oublier de me dire, attention, il y a un canal. Mais en marchant, vous faites un mouvement avec le corps, eh ben, je fais le même. Vous sautez, je saute aussi. Brusquement, vous baissez la tête, je baisse la tête. À chaque fois qu'il y ait un mouvement qui diffère, hein, de l'harmonie du déplacement, eh ben, moi aussi, je le fais de façon instinctive. Monsieur Pignard, le piano est-il votre meilleur ami? Il fut mon meilleur ami parce qu'il m'a rendu d'innombrables services. Il a été la gloire de mes années de jeunesse et même jusqu'à il y a 10 ans encore. Le piano m'a beaucoup apporté. Grâce au piano, j'ai beaucoup voyagé, mais aussi, grâce à mon piano, j'ai pu nourrir, assumer pleinement mes responsabilités d'époux, mes responsabilités de père, hein, mais de A à Z. Grâce au piano, je suis devenu célèbre d'une certaine manière, puisque grâce au piano, j'ai fait presque toutes les provinces d'Haïti, toutes les villes. Je suis allé à Porto Rico, je suis allé à New York, à Boston, New Jersey, je suis allé à Philadelphie, je suis allé en Floride, je suis allé un peu partout, je suis allé à Montréal, à Québec, au Canada,
J'ai fait plusieurs villes de France, telles que Bordeaux, je suis allé au Havre, à Marseille, Lyon, et puis Paris, n'en parlons pas. Donc j'ai beaucoup voyagé, je me suis beaucoup déplacé grâce au piano, qui est un instrument extrêmement affectueux et affectif. Pourquoi avez-vous choisi la Martinique, M. Pignat? J'ai choisi la Martinique parce que la Martinique, c'est le pays qui m'a fait le plus beau cadeau du monde, qui m'a offert 3 charmantes petites filles et une belle épouse, il faut le dire. Donc, le choix était aisé, puisque, vous comprenez, j'ai voyagé en effet un peu partout, mais le pays qui gardait chèrement mon épouse pour moi, celle qui allait partager, n'est-ce pas, ma vie, ça fait déjà 37 années de mariage, eh bien, celle qui allait partager ma vie avec moi, eh bien, c'était une Martiniquaise qui s'appelle Arlette. Elle est de Bellefontaine, n'est-ce pas? Elle habitait les Terres-Saint-Ville à l'époque. J'ai eu le bonheur de faire sa connaissance à l'occasion d'une prestation musicale. Voilà. À la fin de la prestation, on a fait connaissance. Et puis, nous avons gardé contact. Je ne vous dis pas la suite, vous êtes trop curieux. On continue. Comment et pourquoi avez-vous aussi décidé d'aider les autres, via la PAM par exemple? Eh bien, je crois que je manquerais à un impérieux devoir. Si je devais être insensible aux difficultés des autres, j'en ai tant reçu. J'ai parlé de mon père, j'ai parlé de ma mère, mais moi, j'ai été reçu dans une école qui était une mission américaine, qui m'a beaucoup apporté aussi. Et puis, peut-être grâce à la musique, tout le monde est à ma disposition. Tout le monde veut me tendre la main, tout le monde veut m'accompagner, tout le monde veut m'aider. Je suis tellement heureux comme ça. J'ai l'amour de tout le monde. Donc je ne vois pas comment ça aurait pu être autrement que de vouloir, que de pouvoir, que d'être disponible pour les autres, surtout ceux qui en ont besoin. C'est normal, c'est spontané, c'est naturel. Je n'attends rien en retour, c'est pourquoi à la PAM je fais du bénévolat. Je suis président et pas directeur. J'étais pas handicapé avant, je le suis maintenant, et j'essaye de continuer, malgré que je perds mes membres les uns derrière les autres, à vivre et à vivre avec tout le monde, pas à vivre en reclus, pas me reculer du monde. L'œuf, ça c'est bien connu, c'est une représentation divine qu'on trouve souvent, et quand même dans cet œuf, il y avait un oiseau. Quand même, donc je peux me dire que malgré toute cette déchéance, malgré toute la cochonnerie que l'homme peut déposer, on peut encore avoir l'espoir de... Mais ça ne viendra pas de l'homme. C'est impossible. Alors comment ça a démarré? Oui, bon, ça a démarré très tôt. Ça a démarré dès l'école. Et en fait, je me suis vite rendu compte, et mes professeurs aussi, j'ai eu la chance d'être en internat pendant très longtemps. Ils m'ont de suite aiguillé en littérature. J'ai fait donc lettres classiques. Et ensuite, je me suis dirigé tout naturellement vers les beaux-arts. D'ailleurs, il n'y a aucun regard, c'est ni homme ni femme. Hein. C'est uniquement un morceau de pensée, un morceau de conscience. Par contre, dans celle-ci, au contraire de celle qu'on vient de voir, donc Conscience et Lumière, c'est un endroit qui existe vraiment, c'est la fontaine au Madréport, ici en Martinique, c'est sur une habitation. Et les madrépores, ce sont donc ces pierres que l'on récupère au fond des rivières et avec lesquelles on fait notamment les fontaines, on bouche les trous dans les murs, etc. Mon parrain, c'était Salvatore Dali, c'est lui qui m'a fait faire ma première exposition à Bruxelles. Et puis après, j'ai continué à voyager un petit peu partout dans le monde. J'ai été chercher surtout beaucoup les visages, parce que moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la nature humaine. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de portraits dans mes tableaux. On retrouve régulièrement, mes expos s'appelaient Rencontres, et c'était bien souvent des personnages. J'aime quand ils font la gueule, quand ils sourient, quand ils fument la pipe, quand ils pêchent. J'aime bien regarder l'homme vivre. Et puis, je suis venu aux Antilles. Après 25 ans à faire le tour du monde, je me suis dit, je vais venir faire un petit tour dans les îles. Et puis, ma foi, je suis venu il y a 18 ans, puis j'y suis resté.
Alors ici, j'ai exposé aussi un petit peu partout. J'ai fait des expositions sur le François, j'ai donné des cours à la MJC ici à Casse-Pilote, j'ai exposé à Casse-Pilote à la mairie. Et puis la maladie m'est tombée dessus et mon grand voyage s'est arrêté ici. Ah, au sujet de la maladie, ce qui est arrivé, c'est que je suis tombé un jour chez moi, ici à Casse-Pilote, j'habitais la Batterie à l'époque, et le médecin est venu, m'a fait une piqûre, j'ai remarché un petit peu avec des béquilles, et puis sans béquilles, et puis un jour, il y a 6 ans, je me suis retrouvé dans un fauteuil, on m'a annoncé que j'avais une maladie des os. Si j'avais un message aujourd'hui, il est un peu bête, mais il est réel. Si on pouvait juste s'aimer un peu plus les uns les autres, un petit peu moins d'hypocrisie, un petit peu moins de mensonges, un peu plus de vérité. Regarder l'autre non pas comme un être différent ou étranger, mais comme son propre frère, on irait beaucoup plus vite. Exprimer son art, enrichir le chemin des autres par son intelligence et ancrer dans la richesse de l'échange sa raison d'exister, c'est un pari formidable que tient Thierry Guittard qui appelle à être largement connu. Rendre la culture accessible aux personnes frappées de handicap sensoriel est une mission qu'a voulu embrasser la médiathèque de Basse-Terre en Guadeloupe. Mi Papillon des Rois. Je m'appelle Nicolas Yassami et je suis venu ici pour aller sur l'internet pour savoir les musiques, pour regarder les images, pour regarder des livres au fond. Je dois chercher des choses qui m'intéressent. Et ce qui m'intéresse, ce sont le cyber. Il y a des livres, il y a des ordinateurs qui font l'Internet. Donc la médiathèque Albert Béville est une médiathèque intercommunale qui se trouve sur le champ d'Arbaud à Basse-Terre. Donc c'est une médiathèque intercommunale Baïf, Basse-Terre, Gourbert et Saint-Claude. Donc c'est une structure de lecture publique qui s'ouvre à tous les domaines de la connaissance. J'étais déjà venu dans la médiathèque pour regarder des livres sur l'esclavage. J'ai découvert qu'avant nos ancêtres étaient des Africains qui vivaient en Afrique et avant les Blancs venaient les chercher pour couper les plantations de canne et aussi pour cueillir du coton. Donc, dans cette médiathèque, on trouve différentes sections, donc la section jeunesse, la section adulte, un point d'information jeunesse, une cyberbase, une salle d'exposition et conférences, une volonté de l'exécutif de rendre cet espace accessible à tous les publics, y compris et notamment au public en situation de handicap, ceux qui sont en fauteuil roulant. Dans le parking de la médiathèque, à l'arrière de la structure, il y a une place réservée aux personnes à mobilité réduite. Par l'avant, il y a une rampe d'accès. Dans la médiathèque, nous avons 3 ascenseurs pour se rendre dans les différents niveaux de la structure, parce qu'elle est sur différents niveaux. Donc un monte personnes à mobilité réduite et 2 ascenseurs qui accèdent à tous les espaces, au rez-de-chaussée, au premier et à la salle d'expo-conférence qui se trouve sur un demi-niveau au-dessus. Je vais sur Internet, je regarde Diablo, les jeux, comme dit les jeux de San Dias, les jeux de Rango et pétanque et les jeux de Sims aussi. Donc la médiathèque intercommunale Albert Béville a été inaugurée en avril 2009, donc elle a un peu plus d'1 an d'existence. Elle est ouverte et accueille tous les publics, des plus petits aux aînés, en passant par les personnes handicapées ou en situation de handicap, les malvoyants, les malentendants et les personnes à mobilité réduite. Donc vous êtes tous conviés à vous rendre à la médiathèque, vous y serez bien accueillis et les différents espaces s'ouvrent à vous. Boire. Quoi? Oh. S'il vous plaît. Frites. Poulet. Que voulez-vous boire? De l'eau, s'il vous plaît. Que voulez-vous manger? Du poulet et des frites. Merci. Boire. Quoi? Oh.
S'il vous plaît. Frites. Poulet. Vivre avec le handicap ne doit pas entacher la construction de son projet de vie. La batterie de réformes issue des nouvelles lois vient rénover l'action sociale et médico-éducative et offre des pistes encourageantes pour l'accompagnement et l'autonomie des personnes en situation de handicap. Mais il reste encore tant à faire. Alors, travaillons-y ensemble. Fin de ce numéro, à bientôt et laissez papillon voler.